Donc, bienvenue à la troisième séance du cycle de séminaires du projet Richelieu Histoire du quartier. Troisième et pas dernière, enfin, malgré ce qui est indiqué sur les dépliants qui ne sont pas encore à jour. C'était les dépliants sur les séances de septembre à décembre. On a à nouveau séances qui seront programmées de janvier à juin 2023. Vous recevrez bien sûr la newsletter et les informations prochainement. Elles sont toutes programmées, hein, c'est juste qu'on n'a pas encore... Alors, donc cette séance d'aujourd'hui porte sur l'annuaire des Allemands à Paris qui a été publié en 1854. Et il s'agit d'une séance durant laquelle on va donc bien sûr présenter ce bulletin ainsi que la base de données et les visualisations des informations qu'il contient sur plusieurs plans historiques. Et pour cela, donc, nous recevons à la fois Marieke Koenig, qui est directrice adjointe de l'Institut historique allemand à Paris et docteur en histoire contemporaine, ainsi que Gérald Kembelek, qui est maître de conférence au CNAM en sciences de l'information et de la communication, parmi d'autres choses, et également Evan Virevial, qui est diplômé d'un master communication du savoir, technologie de la connaissance et management de l'information, et qui a également participé donc à ce projet sur l'annuaire des Allemands de 1854, dont nous allons avoir une présentation pendant environ 1h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Loïc pour l'invitation. On est vraiment très très contents d'être ici aujourd'hui pour présenter notre projet. À 3 voix, donc, c'est moi qui commence. En début des années 1850, un certain F.A. Kronauge se promène dans son quartier de résidence à Paris. Tu pourrais changer le slide. Le quartier Richelieu. Professeur de la littérature anglaise et allemande, origine probablement de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat, il vit depuis quelques années à Paris, dans le quartier Richelieu, d'abord au 244 rue Saint-Honoré, puis au 28 boulevard des Italiens, et depuis 1853 au 57 rue de Richelieu. Pour subvenir à ses besoins, il traduit des textes et donne des cours de langue en allemand et en anglais. On le trouve dans le bottin du commerce de Paris depuis 1850. Les affaires marchent bien et en 1853, il fonde l'Institut Polyglotte où il travaille avec un autre professeur de langue, un certain Adamson, lui probablement anglais d'origine. En parcourant les rues de son quartier, rien que dans la rue de Richelieu, il passe devant pas moins de 86 magasins et ateliers tenus par ses compatriotes germanophones, la plupart d'entre eux des tailleurs. Étant donné que Kronauge semble être une personne ayant les sens des affaires, il a soudain une idée. Éditer un bulletin du commerce qui réunit toutes les adresses des artisans, commerçants, banquiers, auberges, militaires, médecins, nobles, professeurs, artistes allemands, installés à leur compte dans la capitale française, puisqu'ils sont si nombreux. Cela aidera ses compatriotes à se retrouver et à compenser les inconvénients dus à la méconnaissance de la langue française. Aussitôt dit, aussitôt fait, en 1854, Kronauge publie l'Adressbuch der Deutschen in Paris für das Jahr 1854, avec un total de 4772 adresses. Convaincu de l'utilité de l'entreprise, il annonce l'annuaire des Allemands à Londres, qui par contre ne voit pas le jour. Au fait, nous ne savons pas si cela s'est vraiment passé comme cela. Et si Kronauge a eu l'idée de publier l'annuaire en se promenant dans son quartier. Nous savons très peu de choses sur lui. Il disparaît des bulletins du commerce depuis 1858 et il n'y a pas de traces de lui ni dans les archives en Allemagne ni dans les archives en France. Mais en vue de données rassemblées dans son annuaire, et puisqu'il habitait un quartier avec une présence marquée des Allemandes, notre petite histoire n'est peut-être pas totalement improbable. En tout cas, grâce à Kronauge, nous possédons aujourd'hui une source extrêmement importante sur l'immigration des Allemands à Paris au milieu du XIXe siècle. Dans notre intervention d'aujourd'hui à 3 voix, il va se passer en 4 parties. D'abord, nous aimerions vous présenter l'immigration allemande à Paris au XIXe siècle et l'annuaire des Allemands, mis en données en 2003-2006. Dans une deuxième et troisième partie, nous allons vous parler de la transformation de la base de données et des enjeux liés à ces travaux. Et le nouveau site web et la carte interactive sera présenté dans une troisième partie. Et finalement, nous vous présentons des perspectives historiques et des résultats sur la présence des immigrés allemands dans les quartiers
Richelieu. Depuis la Révolution française, des Allemands se rendent en pèlerinage à Paris, plein d'enthousiasme pour les nouvelles idées politiques et sociales attirés par les riches trésors des bibliothèques et musées parisiens à la recherche de nouveaux domaines scientifiques, par exemple l'homéopathie. Les artistes espèrent pouvoir développer librement leur création. Les réfugiés politiques cherchent à stimuler leurs idées. Les ouvriers, les artisans sont à la recherche d'un revenu et veulent parfaire leur savoir-faire. Les commerçants, les banquiers, ils sont présents également pour des raisons économiques et pour élargir le réseau commercial. Contrairement aux ouvriers non qualifiés et aux apprentis, les riches artisans, commerçants et bourgeois allemands étaient en voie d'intégration. Ils apprenaient la langue du pays, épousaient des Françaises et demandaient parfois leur naturalisation. Paris était considéré à l'époque comme le haut lieu de savoir-faire artisanal. Le séjour à Paris rehausse le prestige des artisans. Celui qui a travaillé quelques années dans la capitale française avait des bons atouts sur le marché du travail en Allemagne. Les clients sont impressionnés par les qualifications acquises à Paris. Cela dit, les artisans allemands ont aussi une renommée excellente en France, surtout les ébénistes ainsi que les tailleurs. La haute couture de l'époque est allemande. Il est de bon ton de faire couper ses vêtements chez un tailleur allemand. Et voici, vous avez l'image d'un garçon tailleur allemand. Et la citation, non seulement les tailleurs allemands sont en très grand nombre à Paris, mais encore, il est à remarquer que tous les plus célèbres dans les annales de la mode nous sont arrivés d'outre-Rhin. Et le bon goût français, si renommé en Europe, doit une immense partie de ce progrès à ces Allemands qui passent tout justement pour très mauvais juges en fait d'élégance et d'ajustement. Les ateliers dirigés par des patrons allemands attirent les compagnons de langue allemande. Dans certains cours et ateliers, on n'entend parler que l'allemand. Il y a aussi des tavernes, des cafés, des magasins, des associations et des clubs de lecture allemands. Depuis très longtemps, les Allemands ont à Paris, pour ainsi dire, le monopole de certains genres d'industrie. Les bottiers et les tailleurs de cette nation sont surtout tellement nombreux qu'on pourrait croire que les Allemands seuls ont la vocation de ces professions. Le nombre des bottiers ou ouvriers bottiers allemands s'élève bien à 2000 et celui des tailleurs ou compagnons tailleurs à 4000. Presque tous ces ouvriers sont garçons et vivent, pour ainsi dire, en communauté dans certains hôtels où on parle allemand du rez-de-chaussée aux mansardes. Nous n'avons pas de chiffres exacts en ce qui concerne les pays d'origine des Allemands partis pour Paris. Notons que l'Allemagne, en tant qu'État-nation, n'existe pas encore au milieu du XIXe siècle. Il y a la Confédération germanique qui est fondée après 1815. C'est un ensemble à peu près disparate de 39 États souverains, dont vous voyez la carte ici. Tout porte à croire que les immigrés venaient surtout des pays frontaliers. Donc le pays du Bade, dans le sud, Großherzogtum Baden, que vous voyez ici, mais aussi du Palatinat, de la Bavière rhénane, la Prusse rhénane, la Hesse, le Württemberg et le royaume d'Hanovre. Mais les statistiques restent difficiles ou impossibles à établir, en tout cas pour le milieu du XIXe siècle. Avec l'afflux des ouvriers non qualifiés, l'immigration allemande à Paris devient dans les années 30 et 40 un phénomène de masse. S'y rajoutent les exilés politiques allemands qui arrivent par vagues à Paris pour fuir la Restauration, pour échapper à la censure et aux persécutions. Considéré comme le foyer de la Révolution en Europe, Paris est un lieu de rencontre pour les activistes politiques étrangers. Loin de la censure, ils peuvent publier librement et suivre les événements qui se déroulent dans leur pays natal, même s'ils sont surveillés en permanence par la police française. Merci. Les immigrés germanophones constituaient ainsi pendant longtemps, au XIXe siècle, avant les Belges et les Italiens, le groupe d'immigrés les plus nombreux. C'est une migration qui est pratiquement complètement oubliée aujourd'hui. Ainsi, vers 1848, les Allemands représentaient plus de 35% des étrangers à Paris. Sur quelques 1,2 million d'habitants que comptait Paris au milieu du XIXe siècle, près de 8% environ étaient allemands ou germanophones. Entre 18 000 et 100 000 personnes selon les estimations. Paris était ainsi la troisième plus grande ville allemande après Berlin et Hambourg, et devant Munich, Dresde, Stuttgart, Francfort et d'autres villes.
Les révolutions de 1848-49 marquent la première grande rupture de l'immigration. Vous voyez le chiffre qui tombe. Les ouvriers et les artisans allemands participent d'abord à la révolution de février à Paris, et par la suite, beaucoup d'Allemands rentrent dans leur pays pour soutenir la révolution qui a éclaté dans toute l'Europe. La contre-révolution à partir de 1849, avec des expulsions, des arrestations et une forte xénophobie doublée d'une crise économique, incite les immigrés aussi à rentrer. Le recensement de 1851 indique encore la présence de 12 245 Allemands à Paris. Et la majorité d'entre eux sont des artisans établis. Cela explique l'importance de notre annuaire avec plus de 4 700 adresses, donc environ 40% de tous les Allemands qui étaient recensés à Paris, si les deux chiffres sont corrects, ce qu'on doit bien évidemment prendre avec précaution. Au cours d'un projet de recherche entamé à partir de 2003 à l'Institut historique allemand, nous avons saisi manuellement les adresses de l'annuaire trouvées dans le fond de la bibliothèque historique de la ville de Paris. L'objectif à l'époque était de créer une base de données avec FileMaker et de publier en ligne pour ainsi mettre à la disposition des chercheurs, généalogistes et internautes le nom des adresses des immigrés allemands compilés dans l'adresse bourg. Dans cet annuaire, on trouve notamment les membres des classes moyennes et de la bourgeoisie, avec un éventail de professions métiers extrêmement large, surtout des artisans comme des ébénistes, menuisiers, tailleurs, orfèvres, imprimeurs, mais également des entrepreneurs et des négociants, ainsi que des libraires, des banquiers, des professions libérales comme les médecins, écrivains, architectes, artistes et musiciens. Donc voici une page de notre adresse bourg et vous voyez encerclé Heinrich Heine, Dichter, rue d'Amsterdam, donc Henri Heine, le poète, qui se trouve aussi dans l'annuaire. En compilant les adresses, l'initiateur F.A. Kronauge entendait offrir à nos compatriotes un moyen de se retrouver, de se faire connaître les uns des autres. Il avait aussi un motif plus nationaliste, car Kronauge voulait protéger les racines, c'est une citation, protéger les racines et les branches du chêne germanique du dépérissement lors de leur séjour en France, comme on peut lire également dans la préface de l'annuaire. Environ 15 ans après la fin de notre projet de recherche, le site web avec l'annuaire est régulièrement consulté et fait l'objet de demandes d'informations, notamment prosopographiques. Nous avons donc décidé en 2020 de reprendre le projet pour le mettre à jour sur plusieurs égards et pour libérer les données placées sous copyright en 2003. Depuis 2021, le projet bénéficie de l'aide de l'Institut for Digital Humanities à Cologne, et ce dernier fournit l'infrastructure et l'hébergement du dispositif de consultation des données du projet. Voilà, je passe la parole à Gérald. Voilà, alors c'est à partir de ce moment-là que nous intervenons, Evan et moi, sur ce projet. Donc, je suis arrivé en 2020 et j'ai été accueilli à l'Institut historique allemand pour participer à ce projet en particulier. Et donc, il y avait cette idée de transformation de la base. Et moi, j'ai ancré certaines parties dans notre discipline qui était les sciences de l'information et de la communication comme soutien et support à ce projet, donc en sciences annexes de l'histoire. Donc, il y avait des objectifs et des enjeux qui étaient pluriels. Donc déjà, il fallait nettoyer, structurer et enrichir les données originelles de la base pour permettre des usages qui seraient plus larges, en relation avec les besoins, évidemment, des historiens et des historiennes, mais aussi des généalogistes et plus généralement des érudits et érudites qui peuvent se balader sur le web et qui sont curieux d'éléments culturels. Alors, ça c'était le premier aspect, mais pour respecter en fait les bonnes pratiques liées aux humanités numériques, on désirait proposer un jeu de données qui était qualifié, accessible et en open data qui est vraiment au cœur des préoccupations de l'Institut historique allemand. Alors, les défis d'une modélisation en diachronie, bien sûr, ont été nombreux. Donc, les métiers et contextes socio-professionnels ont évolué, déjà de par la révolution industrielle, mais il en allait de même avec la terminologie qui était associée. De plus, le paysage de la ville de Paris, sa toponymie et son découpage administratif ont subi de profondes mutations
en 170 ans, alors notamment avec les travaux de Haussmann dans les années 1850 et 1860, donc pile sur la période étudiée. Ensuite, ce corpus méritait une remodélisation totale à visée humaniste, vraiment pour l'objectif d'en faire quelque chose, un dispositif consultable dans l'esprit des humanités numériques, et correspondre aux sujets et méthodes des sciences humaines et sociales. Pour questionner ces données, il faut qu'elles soient finement articulées. Donc, on avait initialement un jeu de données qui avait été rentré dans une base de données FileMaker et qui était grosso modo en extraction sur un fichier Excel, en fait, un fichier CSV. Donc ça correspondait plus au canon de consultation, d'ergonomie. Si c'était très bien en 2005, arrivé en 2020, on n'était plus du tout sur la même chose en termes d'ergonomie, d'accessibilité et surtout de sémantique du web. Donc il a dû repenser le dispositif de consultation en plus de son modèle. Donc c'était les deux éléments, qualifier la donnée, l'enrichir, et puis également repenser le modèle de consultation. Donc, au niveau dispositif de consultation, il y a quelque chose qui a été ajouté et qui était très cher à Mareke, c'était la cartographie, avec le logiciel Leaflet, pour proposer une consultation graphique, spatiale et dynamique des données, ce qui était jusque-là pas possible. Enfin, l'Institut souhaite aujourd'hui libérer et diffuser ces données sous licence ouverte, une licence ouverte qui a été choisie pour régler la question légale ensuite des conditions de réexploitation. Et un data paper à paraître en début 2023 explique toute cette problématique de transformation et de mise à disposition des données et ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc la base a été remodélisée. Alors c'était un dialogue entre historienne et spécialiste de l'infodoc. Quand je dis historienne, il y a des personnes également qui étaient stagiaires, qui étaient à la fois en humanité numérique et en histoire, et il y a eu un dialogue vraiment fort, savoir quels étaient les vrais besoins d'une historienne ou d'un historien sur la consultation des données. Et c'est là que moi j'ai appris beaucoup de choses parce que a priori, si c'est fait par un informaticien ou quelqu'un qui est spécialiste de la modélisation en infocom, on ne peut pas anticiper quels sont les réels besoins. Et c'est là que c'était intéressant. Donc ce qui était intéressant, c'était en particulier que les historiens et les historiens de l'art, peut-être éventuellement, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans une base de données, parce qu'ils ne font pas forcément confiance à la data, ils font confiance aux sources. Et ils veulent avoir les sources, ils veulent pouvoir avoir accès aux sources ou une version numérisée des sources en haute définition, mais aussi savoir où retrouver la source primaire physiquement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu long à comprendre pour moi, mais finalement, c'est passé. Donc, la modélisation, elle a été réalisée en ligne avec un outil gratuit qui s'appelle Mokodo et la méthode Meurize. Bon, c'est un peu des méthodes anciennes, mais ça fonctionne très bien. Et ensuite, Evan l'a implémenté sur l'application de gestion de base de données PHP-MyAdmin. Donc, vraiment, c'est des outils traditionnels à très peu cher. Et l'étape suivante, ça consistait à créer les tables de données selon le modèle qui est présenté ici. Donc on a les sources que nous avions, c'était un fichier plat, et on en a fait quelque chose de fin et d'articulé pour pouvoir ensuite faire des pivots de recherche et d'indexation. Donc on a eu des tables associatives avec les personnes, les métiers, les entreprises, les rues, le nom des rues et leur distribution géographique et même cartographique avec les coordonnées selon l'ancienne méthode avant 1860 et après. Donc ça a été un petit peu travail entre l'ancien Paris et le nouveau. Donc on avait ces tables associatives qui permettaient les jonctions entre les différentes tables courantes. En tout, 21 tables ont été créées et permettent d'interagir efficacement avec la base de données. Ensuite, les sources de données retravaillées, réconciliées ont été versées et insérées dans la base de données. Alors, on avait la chance que Evan soit également spécialiste de la qualité des données et soit capable de les enrichir avec OpenRefine en lien avec les autorités des schémas de données liés du web sémantique. Donc, que ce soit sur les autorités, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'autorité allemande. La GND. Voilà.
ou VIAF, ou les autorités de la BNF, etc. Voilà. Donc, on a des alignements conceptuels. Alors, on voulait offrir une visualisation interactive des données sur une carte de Paris. Donc ça, c'était vraiment le cahier des charges de Marie. Ainsi repensées, les données réagencées, documentées et surtout présentées et visualisées permettaient d'offrir un matériau, une interface de consultation vraiment plastique, modulable aux besoins des chercheurs et usagers qui seraient amenés à les consulter, les mobiliser, voire les retravailler. Ça, c'est un aspect important. La base a été transférée sur le serveur en ligne et gérée par l'Institute for Digital Humanities de Cologne. Donc, pour renouveler le projet, une interface suivant un modèle View Controller MVC a été créée à l'aide d'un framework Cake.php, et Evan reviendra dessus tout à l'heure. Alors, un petit point projet plutôt épistémique de mon côté en sciences de l'information et de la communication, particulièrement intéressant dans le contexte des humanités numériques. Donc, dans le contexte d'une redocumentarisation, puisque les données avaient été documentées une première fois, mais elles sont redocumentarisées avec une optique historico-sociologique, il est bien sûr des écueils à éviter soigneusement pour éditorialiser, donc penser la réutilisation d'un dispositif selon les canons des humanités numériques. On a essayé de s'inscrire quand même là-dedans, puisqu'on était le département des humanités numériques, qui s'appelle maintenant le département de l'histoire numérique. Histoire numérique. Donc le premier défi, c'était la modélisation en diachronie, avec les lieux, les métiers, les contextes socio-professionnels qui ont subi de profondes mutations. Alors heureusement, il existait des théories historiques sur les métiers, par exemple, et parfois même en plusieurs langues. Et donc on a pu aligner les métiers historiquement entre 1850 et maintenant, et donc avoir des aspects intermédiaires. Donc on peut en fait avoir une connaissance fine des métiers. Également, comme on l'avait déjà dit, le paysage de la ville de Paris, sa toponymie, son découpage administratif, et il a beaucoup changé en 170 ans. Donc dans ces conditions, il fallait garder à l'esprit quelque chose qui est fondamental pour Johanna Drucker au niveau du fondement épistémique des humanités numériques, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec la visualisation historique. Hein, c'est comme Marie-Claude le disait tout à l'heure, par exemple, l'Allemagne n'existait pas à l'époque, donc plaquer des informations qui viennent d'Allemagne, enfin, on en a discuté en aparté avec d'autres personnes. Voilà, on ne peut pas faire une représentation moderne de 2020 de l'Allemagne, alors qu'à l'époque, la construction n'était pas la même. Donc, dans ces conditions, il ne faut pas plaquer de l'information historique sur des cartes modernes. Donc, il devient indispensable de proposer une recréation de sens en respectant les règles de sémiologie graphique telles que proposées par Jacques Bertin il y a une cinquantaine d'années sur l'école de Lyon, et le bon sens narratif également de la représentation de la diachronie géographico-administrative. On va proposer à la fois un fond de carte d'époque et une carte moderne, éventuellement en visualisation alternative ou simultanée, pour comprendre un peu les évolutions et l'impact sur le quartier Richelieu de la présence des Allemands, par exemple. Alors, toujours dans le sens vraiment historien, et éventuellement même historien de l'art, même une bonne base de connaissances ne saurait se substituer aux sources qui est le matériau de base de l'historien et de l'historienne qui se respecte. Donc, en effet, la gestion de la preuve, notion proche de la diplomatique, se base sur le lien étroit qu'il peut y avoir entre les informations et l'archive. Donc, il est indispensable d'associer dans le même dispositif à la fois les données et les métadonnées numérisées, mais aussi et surtout un facsimilé de qualité. Voilà. Donc, en respectant ce cahier des charges strict, nous obtenons à terme un dispositif qui fait du sens, utile pour l'historien et ses besoins spécifiques. Voilà, donc en fait, avec cette cartographie, on pouvait consulter l'adresse des personnes, les entreprises sur une carte de Paris, grâce aux coordonnées géographiques calculées depuis la réconciliation des données de IGN. Ça, Evan reviendra dessus copieusement ultérieurement. Alors, si le slide précédent présentait un certain nombre d'enjeux documentaires pour présenter le dispositif de consultation
et respecter les bonnes pratiques, on va dire, de sémiologie graphique et donc de l'interface visuelle, il y avait d'autres aspects qui étaient quand même assez importants. Donc, selon les bonnes pratiques du Companion for Digital Humanities du début des années 2000. Donc, ces aspects-là vous seront présentés par Evan, mais nous, on a souhaité un petit peu aller plus loin avec la qualification des modèles de connaissances historiques, la valorisation des connaissances en réseau. Et donc ça va être le graphe de connaissances dont on va parler après. Donc, cet aspect-là, on a utilisé les triplés de connaissances. Alors, pour certains, ça parlera, pour d'autres, pas forcément, mais on va essayer de vulgariser. Il y a ce qu'on appelle les triplés de connaissances, les graphes de Resource Framework Description, RDF. On utilise des schémas qui préexistent et qui sont plus ou moins universels, qui parlent à tout le monde. On donne une URI, donc une adresse unique sur un élément de connaissance, on le décrit, et surtout, on le représente visuellement, mais derrière, il faut que les machines comprennent la même chose que nous pour qu'on puisse accéder à l'information, pour que l'information soit trouvable et compréhensible, y compris par les machines. Voilà. Alors, hop là. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à manipuler là. Alors, je crois que ça, c'est le premier élément. Donc là, ici, on a une source avec un schéma de type personne et un schéma de type adresse et un de métier, sémantisé pour le moteur d'indexation. Ça, c'est dans un format du web sémantique qu'on appelle le JSON-LD. Ce n'est pas très important le terme qu'on utilise, mais disons que derrière ça, il y a la possibilité d'exposer des métadonnées et de dire que très clairement, on a un monsieur ici qui habitait au 72 passage de Choiseul, qui avait un métier spécifique, que je n'arrive pas à traduire, mais et qui s'appelait Aaron. Voilà. Et donc ces éléments-là, on peut faire un graphe de connaissances qui va être compris à la fois visuellement par les humains, tel que présenté par l'interface, mais aussi derrière par les consortiums des moteurs de recherche, voire également les outils de captation de connaissances. Et donc là, on a un très gros graphe de connaissances du type DBpedia. Parce qu'on utilise d'ailleurs DBpedia. Et vous regardez, le petit plugin sur la droite qui était intégré au navigateur, il nous en montre. Il s'appelle OpenLink Structure Data Sniffer. C'est proposé par la même société qui a mis au point DBpedia. Et ce petit plugin permet de comprendre ce qu'un moteur de recherche va saisir de notre base de données. Donc, va saisir en termes de métadonnées exposées. Donc là, le graphe de nos connaissances, modélisé par des historiennes et des historiens, est exposé et donc retrouvable. On peut poser des questions, à la limite, si on veut, on peut faire « OK Google » ou Siri, dis-moi quel était le métier de Kronauge à l'époque. Voilà. Là aussi, on a de l'information d'une adresse géolocalisée. Donc, du coup, les informations, elles sont possibles à représenter directement sur une carte, en dehors même de notre outil, juste par un moissonnage de l'information. Donc, tout ça, on a notre interface visuelle, mais on a aussi derrière la possibilité d'une représentation et d'une extraction de connaissances par qui veut, en fait. Voilà. Et le dernier élément, en termes de gestion de la preuve, je voulais montrer ça en particulier. Donc, ce qui est compris par le moteur de recherche, éventuellement, c'est qu'on a une source papier qui a été numérisée et qui est en lien avec une personne en particulier et une adresse sur des coordonnées spécifiques. Donc en fait, on peut savoir d'où on a cette information, de savoir ce monsieur-là, où est-ce qu'il habitait. Eh bien, on l'a à telle page de notre ressource, de notre livre. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ça pour soulever un peu le capot, de montrer comment ça fonctionne. Je ne vous montre pas le code source parce que sinon je vais vous dégoûter. Voilà. Et maintenant, également, on a la même chose. Une de ces sources, donc là, c'est la rue de Bondy, qui a été documentée par Kronauge. Et on a effectivement le numéro de la page. Et ça, en fait, ça a été mis à disposition pour un outil qui a été développé par les historiens pour les historiens, même si beaucoup d'autres disciplines s'en sont appropriées. C'est Zotero. Zotero, l'outil qui permet de détecter les notices bibliographiques ou catalographiques sur les pages web. Eh bien, on a fait en sorte que chaque page individuellement ou chaque personne soit citable dans un article scientifique
de manière correcte. Et surtout, voilà, comment citer de manière correcte un élément ou une page d'un dispositif de consultation en ligne. Voilà. Un tout petit mot sur l'importance des archives ouvertes pour la recherche d'aujourd'hui. Donc, dans une optique de sciences ouvertes, on a pris toutes nos données, on les a extraits de notre dispositif de consultation et on les a mis à part sur un espace en ligne qui s'appelle Zenodo. C'est un catalogue qui a toutes les données de recherche, en tout cas qui sont exposées. On les a déposées et vient les utiliser qui veut dans le but complètement ouvert. Voilà, tout ça, quelle importance ça a? Et ben, en fait, ça permet qu'une fois que les données sont créées, sont qualifiées, on les restitue, en fait. On les restitue au financeur, le financeur public, à tout le monde qui a accès. Et puis aussi, ça a un bénéfice parce que ça met la visibilité sur le projet, parce que c'est accessible depuis Google Data, par exemple. Et ça a un bénéfice pour les chercheurs, c'est un bénéfice pour le projet et pour la recherche de manière générale. Voilà. Et maintenant, Evan va présenter les espaces de numérisation, les sites web et la carto. C'est ça. Donc, tu peux passer à la suite. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis intervenu à partir de mai 2021 sur le projet. Ça ira bien comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui, d'accord. Moi, je suis intervenu à partir de mai 2021 sur le projet Adressebourg, où j'ai participé notamment au développement de l'interface web, à la numérisation et à la documentarisation de l'application, et jusqu'à sa finalisation qui est en cours, et le site est d'ailleurs en production et consultable en ligne. La Bibliothèque historique de la ville de Paris a mis à disposition de l'équipe le document original que nous avons pu numériser. Le format d'encodage JPEG a été choisi pour les images numérisées car il est universellement compatible avec les navigateurs web. Il offre également un ratio qualité-compression convaincant. Enfin, le JPEG permet des impressions et des visualisations de haute qualité selon la résolution choisie, bien évidemment. Les métadonnées de chaque numérisation ont été extraites pour permettre de proposer deux tailles de vue différentes des pages numérisées. Le format vignette pour l'affichage écran et la haute définition pour les examens minutieux ou les tirages papier. Ainsi, pour les scans de haute définition, nous avons une résolution de 300 dpi, ce qui est pour le standard papier pour les impressions de haute définition, et également pour le standard web pour les visualisations de haute définition. Puis pour la définition standard, nous avons une résolution de 72 dpi et nous avons réduit le format de moitié, ce qui est suffisant pour une prévisualisation. Pour cela, j'ai utilisé le package ImageMagick en ligne de commande qui permet de faire de la modification d'images en lot et qui nous permet ainsi de réduire les tailles et la résolution. Les scans de définition standard permettent aussi de ne pas ralentir le chargement d'une page de l'interface et d'avoir une meilleure fluidité lorsqu'on navigue sur le site. Les numérisations ont été OCRisées afin de proposer sur le site une vue affichant le texte d'une page, uniquement le contenu textuel. C'est pour permettre aux utilisateurs on va dire de ne pas se tuer les yeux quand ils consultent le scan et d'avoir uniquement le texte, les informations qui sont nécessaires. L'OCRisation a été également réalisée en ligne de commande à l'aide d'un script et le package Tesseract. J'ai été confronté à plusieurs difficultés, tout simplement parce que quand je développais, j'étais sous un environnement Windows et les packages Tesseract sont uniquement développés sous Linux et sous Mac. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle un sous-système Linux pour Windows avec un interprétateur de commandes Linux qui m'a permis de télécharger le package Tesseract et de réaliser les OCRisations. Le premier jet a été plutôt concluant, mais je me suis vite aperçu que je devais personnaliser la ligne de commande parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Tout d'abord, nous sommes sur un document qui est plutôt ancien, avec, on peut retrouver par exemple des tâches, un contraste qui n'est pas excellent et qui peut entraîner du bruit lors de l'OCRisation. Nous avons également deux colonnes, donc par rapport aux autres annuaires que j'ai pu voir, on a quand même un annuaire qui est plutôt uniforme, mais il faut prendre en compte la segmentation des colonnes. Et nous avons également un annuaire qui est en deux langues, l'allemand et le français, et en deux polices d'écriture, le fracture et une police d'écriture dite classique pour les rues.
Donc c'était différents paramètres à prendre en compte. Et pour le deuxième essai, j'ai utilisé en fait un exécutable Windows pour Tesseract qui a été développé par l'université de Mannheim en Allemagne. Et ils se sont servis de cet exécutable pour leur projet de recherche qui est un petit peu, enfin qui n'est pas similaire au nôtre, mais qui pouvait être adaptable. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé Tesseract sur des journaux allemands du 19e siècle qui sont également en Fractour. Et donc j'ai pu réutiliser leur script pour notre annuaire. Ce qui fait que le deuxième résultat a eu des résultats plutôt convaincants, à tel point que j'ai juste eu à modifier manuellement les dernières erreurs qui apparaissaient dans les OCR afin d'avoir un contenu textuel quasiment parfait pour le site. Tu peux passer à la suite. Pour ce qui est du dispositif de consultation des individus, une vue est générée avec le framework CakePHP pour chaque personne. CakePHP est un framework développé en PHP, comme son nom l'indique, et qui suit une architecture modèle-vue-contrôleur. Le modèle va récupérer la structure de chaque table de la base de données pour l'application. Le contrôleur va récupérer les données du modèle, et c'est dans le contrôleur qu'on va faire les différentes requêtes, les différentes demandes, pour ensuite avoir des vues générées par ce qu'on appelle les templates. Donc on va avoir, dans les templates, on va avoir les index avec la liste des 20 personnes, et ensuite on va avoir une vue unique pour chaque personne. Et sur le navigateur, on va rendre en fait un code HTML qui est généré par le framework CakePHP. Toutes les informations contenues dans l'adresse bourse sur une personne sont affichées sur la vue qui illustre cette diapositive. Ainsi, nous retrouvons le nom, prénom, sexe, adresse, le titre de noblesse, le métier, sa catégorie de métier d'une personne. En plus de la consultation du document primaire, où figure la personne recherchée par internaute, donc on peut voir le scan qui est ici, on pourra également consulter donc le contenu textuel de la page grâce aux océrisations que j'ai précédemment parlé. Comme l'a dit Gérald, c'était important pour nous de mettre à disposition le scan d'origine, puisqu'on ne demande pas aux personnes qui consultent le site de nous croire sur les informations que nous avons rassemblées, mais on leur propose justement de vérifier avec le document primaire que les informations que nous avons rassemblées sont exactes. Toutes les informations de la personne consultée sont disponibles en téléchargement, en JSON ou en XML. Ces formats permettent de se resservir des informations facilement avec d'autres outils, et c'était également plus simple pour nous car c'était les vues que proposait nativement CakePHP pour le téléchargement. Il est possible de citer chaque personne et de l'enregistrer dans sa bibliothèque personnelle avec le logiciel Zotero, ou d'enregistrer les métadonnées que nous avons inscrites dans le code de la page au format JSON-LD, détectable par schema.org par exemple. Donc si vous rentrez l'URL d'une page ou d'un index dans le validateur de schema.org, vous allez voir apparaître les métadonnées en lien avec la page. Tu peux passer à la diapositive. Mettre en place une cartographie multimodale avec un double découpage administratif est une nouveauté dans le cadre du projet. Comme nous l'avons dit précédemment, avec l'ancien dispositif FileMaker, il aurait été difficile, voire impossible techniquement, de réaliser une cartographie interactive. Mais aujourd'hui, avec le framework avec PHP et les moyens que nous avons aujourd'hui, il est possible assez facilement de réaliser une cartographie interactive. La carte a été développée grâce au logiciel open source Leaflet pour créer des cartographies interactives. La carte numérique moderne OpenStreetMap a été accompagnée d'un fond de carte historique provenant de l'état-major français entre 1820 et 1866, que vous pouvez voir ici. Cette carte est disponible dans le catalogue des cartes IGN issues du géoportail du gouvernement. Les données peuvent donc figurer et être visualisées au choix sur une carte moderne avec le découpage actuel et dans les contextes administratifs et topographiques historiques du Paris de 1854. Cette double vision en diachronie, avec la possibilité d'une surimpression en couches multiples, peut permettre d'interpréter l'impact historique potentiel du passage des Allemands à Paris sur la ville moderne et le contexte historique grâce à une extension de Leaflet qui permet la superposition des deux cartes. Donc on va rendre cette couche un peu plus transparente, on va avoir la couche moderne derrière qui nous permet de voir les changements de Paris du 19e siècle à aujourd'hui. Pour ce qui est du fond de carte historique de l'état-major, il a été ajouté grâce aux informations fournies par le géoportail avec une requête WMTMS, ce qu'on appelle le WebMyTile Service, qui nous permet d'ajouter une requête dans le code JavaScript et ainsi on va avoir notre carte historique qui apparaît.
Pour ce qui est des quartiers de Paris du 19e siècle, c'est un dossier shapefile, donc shapefile c'est un format pour les données géographiques, récupéré grâce aux données partagées du projet Alpage, du LAMOB de Paris 1. Il suffit d'ajouter le dossier dans le JavaScript, de la carte pour obtenir les quartiers de Paris à la même période où le plan Vassereau a été conçu grâce au plugin Leaflet Shapefile. Les coordonnées des adresses ont été récupérées à partir des données des adresses du plan Vassereau, également extraits par l'équipe du projet Alpage. Et pour les personnes où nous n'avons pas les coordonnées exactes, ils ont été réconciliés avec OpenRefine et le service de données externe Wikidata, qui est très complet et qui nous permet d'avoir les coordonnées géographiques de chaque rue. Et Marie-Claude, c'est à toi. Alors, à quoi ressemblait donc cette population germanophone du quartier Richelieu? Parce que on est bien ici à l'INHA avec le projet Richelieu. Donc, on a fait quelques statistiques et on va vous raconter une petite histoire. Donc, nous avons 531 personnes en tout dans le quartier Richelieu, soit environ 12% de notre adresse bourg. Parmi eux, il y a 45 femmes, soit à peu près 15% de toutes les femmes. Donc, c'est un pourcentage plus élevé que dans l'adresse bourg totale, où il n'y a que 6% d'adresses de femmes. Les femmes allemandes du quartier Richelieu travaillent surtout dans la mode. Ce sont des couturières, des femmes qui travaillent notamment dans le commerce de la mode, la lingerie, les dentelles, linge de maison, etc. En ce qui concerne la répartition des professions, les quartiers Richelieu se distinguent sur quelques points du reste de la ville. La majorité des Allemands sont des artisans devant les commerçants. Donc vous voyez ici l'histogramme. Suivi des indépendants sur la 3e place, ça c'est pareil pour toute la France. Mais la différence réside dans le nombre plus élevé des personnes travaillant dans le domaine des arts et de l'éducation. Donc des professeurs de langue, des professeurs de piano, etc. Notons aussi l'absence des militaires et des membres de la noblesse dans les quartiers Richelieu, qui est normalement, pour le reste de Paris, un pourcentage élevé. Il est inhabituel pour cette époque, et pour les villes allemandes en tout cas aussi, que la part des commerçants soit aussi élevée par rapport aux artisans. Les artisans sont bien devant, mais il y a beaucoup de commerçants. Vous trouvez les chiffres et les graphes d'ailleurs sur un Jupyter Notebook que Avan nous a fait sous l'adresse indiquée en bas. Donc, prochain, voici un graphe de la répartition des professions dans le quartier Richelieu. Je suis bien consciente que vous ne pouvez rien lire. C'était surtout sur le slide, c'était vraiment pour montrer d'abord la multitude des professions à l'époque et souligner aussi que nous n'avons pas affaire à une colonie allemande homogène. C'est vraiment très, très, très varié. Souvent, il y a une seule personne qui occupe une profession en tout. Pour Richelieu, nous avons 244 professions distinctes. Dans la base entière, on a presque 2000 professions. Le classement est fait à l'aide d'une ontologie des professions historiques dont Gérald a déjà parlé. C'est établi à l'université de Halle-Wittenberg par notre collègue Catherine Möller et son équipe. Et l'ontologie est basée sur la International Standard Classifications of Occupations. Et ça a été adapté aux besoins de la recherche historique, donc avec un total d'environ 40 000 professions distinctes. Donc dans les quartiers Richelieu, donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que la plupart des Allemands sont des tailleurs. Ce qui est logique, parce que dans le quartier Richelieu, les sentiers, il y a notamment les tailleurs, et ça nous montre aussi que cette communauté allemande s'intègre bien dans la ville au niveau de leur profession. Voilà. Donc tu peux continuer. La répartition des personnes selon les rues, on a 85 personnes seulement dans la rue de Richelieu, donc 62%. Et ça nous a donné l'idée maintenant de vous faire un petit... de terminer cette présentation avec une histoire, une fiction, un petit storytelling pour présenter notre source différemment et pour donner du relief à ces statistiques et montrer cette présence des immigrés allemands au quartier Richelieu. Donc nous allons vous raconter une journée fictive dans le quartier Richelieu, comme F.A. Kronauge, donc la personne qui a établi les adresses, aurait pu le vivre en 1854. Kronauge, lui,
Il habite, comme c'est indiqué ici, au 57 rue de Richelieu, donc directement en face de la Bibliothèque nationale. Vous voyez ici avec la petite flèche et les petits traits jaunes qui va indiquer son chemin. C'est donc la rue principale, si on veut dire ainsi, des Allemands à Paris à l'époque. Alors, suivez-moi au 19e siècle avec Kronauge. Un beau matin, il se réveille, il se lève et il veut acheter du pain allemand. Il y a 6 boulangeries allemandes dans le quartier, indiquées ici par Evan avec les petits croissants, dont 3 situées dans la rue de Richelieu, au numéro 51, 60 et 71. Kronauge, lui, décide d'aller au numéro 71. Donc, il monte la rue de Richelieu pour aller chez la boulangerie von Gluten, ce qui est déjà un nom assez drôle pour une boulangerie, même si à l'époque, on savait peut-être probablement rien de la vague sans gluten d'aujourd'hui. Il achète son pain et quelques viennoiseries et il se dit qu'il devrait aller chez le coiffeur. Et il préfère que celui-ci comprenne ce qu'il dit, sinon ça serait encore trop court, comme à chaque fois. Alors, vite, un coiffeur allemand. La chance, il y en a 2 dans le quartier, un pub plus loin dans la rue, un peu plus haut. Donc, il va donc au 84 rue Richelieu, chez le Haarkreuzler Obert, qui lui coupe les cheveux et lui raconte les derniers potins du quartier, les nouveaux Allemands arrivés, et il lui parle surtout d'une nouvelle technique fort intéressante, la photographie. Alors, en sortant du coiffeur, Kronauge décide d'aller se faire prendre en photo, puisqu'il est si beau avec sa nouvelle coupe. Et il monte la rue encore plus haute pour arriver au numéro 112, rue Richelieu, chez personne d'autre que le célèbre photographe allemand Charles Reutlinger. Reutlinger, lui, est né en 1816 à Karlsruhe. Il arrive à Paris, donc jeune homme à 34 ans. En 1954, il a déjà 2 studios à Paris. Vous voyez son tampon là avec le boulevard Montmartre 21 et un deuxième atelier donc rue de Richelieu. Il est d'ailleurs un membre de la Société française de photographie qui était fondée en 1862. Alors Kronauge se fait prendre en photo avec sa nouvelle coupe et tout content, il ressort dans la rue. Là, il mérite de fumer une pipe. Mais quel ennui, plus de tabac. Heureusement, il y a 3 endroits pour en acheter et parler allemand en même temps, parce que c'est comme ça. Et il décide d'aller chez Müller au 20 passage de Panorama, c'est le plus près. Il entre dans le passage de Panorama et s'arrête brusquement devant le numéro 5. Mais qu'est-ce que c'est? Il regarde l'affiche de Gerold Wohl und Tanner, artiste, peintre et photographe. Ça alors, donc il n'y a pas seulement le célèbre photographe allemand Charles Reutlinger, mais aussi le pas moins célèbre Sigismund Gerold Wohl, né à Francfort en 1811. Gerold Wohl a montré en 1845 la première exposition photographique au Städel-Museum à Francfort. Après des stations à Vienne, à Trieste, il s'installe avec le peintre et artiste anglais et Tanner à Paris en 1954. Kronauge entre dans le studio, mais les 2 artistes n'ont pas le temps. Ils préparent leur participation à l'exposition universelle qui se déroulera l'année prochaine, en 1855, à Paris. Tant pis, s'est dit Kronauge. Il a déjà pris sa photo chez Reutlinger et il continue de flâner dans le passage de Panorama et s'arrête au numéro 6, chez un certain Stephen, pour changer de l'argent. Cela tombe bien, il ne lui reste pas grand-chose. Il aurait pu aller à l'heure, car il y en a 4 changeurs d'argent allemand en tout dans le quartier, rien que dans le quartier Richelieu. Il continue son chemin au passage du Panorama et s'arrête au numéro 21, la boutique du bottier pour femmes Damen Schumacher Müller. Et puis au 57, où Clara Wagner tient son magasin de mode pour enfants. Là, il pense à sa femme qui est enceinte et qui est actuellement chez une des 2 sages-femmes allemandes du quartier. Alors, il décide d'aller lire des journaux. Il y a 2 cabinets de lecture, Lesekabinette dans son quartier, dont un qui fait aussi librairie en même temps. Alors oui, c'est mieux d'aller plutôt dans une librairie allemande et de s'acheter un livre. Est-ce que Heinrich Heine n'a pas publié quelque chose récemment? Il y en a 4 dans son quartier. Et il est heureux car aujourd'hui, en 2022, il n'y en a plus aucun, 0 dans tout Paris. Alors il décide d'aller à la Deutsche Buchhandlung Frank, au 67 rue de Richelieu. Elle n'est pas loin et c'est plus près de chez lui. Il descend la rue Vivienne, tourne à droite, encore à gauche, dans la rue Richelieu. Soudain, il a mal aux dents. Ça doit être les croissants de la boulangerie allemande. Alors, que faire? Heureusement, il y a 4 dentistes
germanophones dans son quartier. 3 se trouvent dans la rue de Richelieu, au numéro 48 ou numéro 92. Il va au numéro 48, car il y en a 2 à la fois, Weber-Holstein et Weber-Bousquet. Ça souligné en jaune ici. Il est encore en train de se demander quel pourrait être le lien familial entre les 2 dentistes, avec le même Weber. Quand il arrive au numéro 48, il y a plus mal tout d'un coup. Et il continue sa promenade un peu plus loin dans la rue, au numéro 28, rue Richelieu, où habite son collègue, le professeur d'allemand Heinrich Godefroy Ollendorff. Alors Ollendorff, lui, est né en 1803 à Ravitz. Il déménage à Paris en 1830, donc à l'âge de 27 ans. Et il devient célèbre 3 ans plus tard pour sa nouvelle méthode d'apprendre une langue en 6 mois. Voici la couverture de son livre intitulé « Nouvelle méthode pour apprendre à lire, à écrire et à parler une langue en 6 mois, appliquée à l'allemand ». Je ne peux pas vous dire si ça marche, je n'ai pas encore lu le livre, mais il a été utilisé dans l'école allemande à partir de 1833, ce qui a provoqué une discussion à l'époque. Donc Ollendorff et lui, les 2 décident d'aller boire un café. Parmi leurs compatriotes, en tout, il y en a 11 cafés, soi-disant allemands dans le quartier, et ils se dirigent vers le plus près, à côté du lieu de résidence de Ollendorff, au café Balthasar, 26 rue de Richelieu, pour boire un café et discuter apprentissage de la langue, puisque Kronauge lui aussi enseigne l'allemand et l'anglais. 30 minutes plus tard, Kronauge fait ses adieux, continue son chemin pour s'acheter un nouvel costume qui va avec sa nouvelle coupe de cheveux. Alors là, l'embarras du choix entre les marchands de la mode et fabricants de vêtements, vous voyez, on ne peut pratiquement plus lire, il y en a 26 en tout, de Modehändler et des Kleidermacher, trop de choix, d'autant plus si on rajoute les tailleurs. Là, tu peux prendre, oui, voilà, qui sont en nombre de 137 dans le quartier. On ne met plus les adresses parce qu'il y en a tellement. Kronauge regarde sa montre. À l'heure du déjeuner, il n'y a pas moins de 8 restaurants allemands dans le quartier. Le plus près, c'est Steinbach, Gasthaus zu den Hochalpen, au 12 rue de Richelieu. Donc, au cas où, si vous êtes perdu, là, voilà la carte. Ollendorff qui habite au 28. Après, ils sont allés au 26, Café Balthasar. Là, ils se dirigent donc vers Steinbach pour manger. Et ils passent devant le numéro 24, rue de Richelieu, où il y a un marchand de lait, Kleber, et il achète donc 2 litres de lait en parlant allemand. En sortant de la boutique, il pense encore à sa femme et qui pourrait lui offrir un bijou plutôt qu'aller déjeuner. Alors, il regarde dans son annuaire, super, il y a 13 bijoutiers allemands dans le quartier. Mais le prix d'or actuellement, peut-être il vaut mieux lui acheter des belles chaussures ou des bottes. On marche tellement à Paris, même lui, il a mal aux pieds. Il sait qu'il y a 8 médecins allemands dans le quartier, dont 3 rue Richelieu, vous voyez ici. Mais il vaut mieux s'adresser à un spécialiste, puisqu'il en a 5 podologues allemands. Et il se dirige vers le Palais Royal, car au numéro 40 et numéro 156, il y a Madame Sitt et son fils, toutes les 2 podologues. Madame Sitt lui dit que tout va bien avec ses pieds, qu'il marche trop, c'est tout, et qu'il pouvait aller à une des 2 pharmacies allemandes pour acheter un antidouleur, ou s'acheter des nouvelles chaussures. Et là encore, une fois, l'embarras du choix, avec 15 cordonniers ou 13 bottiers, rien que dans le quartier Richelieu. Kronauge se met en route et quitte le Palais Royal. Vous voyez le petit chemin indiqué. Soudain, il pense à un autre ami, le philologue et archéologue Karl Hase, ou Charles Hase, qui habite 12 rue de l'Arcade Colbert. Charles Hase, lui, est né en 1880 à Bad Sulza, c'est en Saxe. Depuis 1801, il est à Paris. Il travaille au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale, puis nationale, dont il devient administrateur en 1832. Donc Wikipédia aujourd'hui lui considère comme le plus grand spécialiste de la paléographie grecque de son temps. Dans l'adresse-book, c'est marqué « Verwahrung der Manuskripte der Nationalbibliothek », donc conservation des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Il est chevalier, membre de l'Institut. Il n'est pas là, donc, puisqu'il travaille. Et Kronauge se dirige vers le numéro 47, rue Neuve de Petit-Champ, où là, il va rencontrer Julius Delbrück, qui est né en 1813 à Bordeaux. C'est le fils du consul de Prusse, Karl Delbrück, à Bordeaux, et d'une mère française. Et il devient lui-même consul pour la Prusse plus tard. Mais il abandonne la diplomatie et le travail comme pédagogue, en suivant l'exemple de son oncle, Friedrich Delbrück, qui est directeur
du journal des mères et des enfants, un journal en 2 parties, une première partie pour les mères, une deuxième partie pour les enfants, avec un comité de lecture d'ailleurs, comme on connaît aujourd'hui, sauf que ce comité est constitué par des enfants. Donc c'est des enfants qui lisent les articles et quand ils sont bien, et on va les intégrer dans le journal des mères et des enfants. Donc Runauge discute un peu avec Delbrück et il décide, avant de rentrer, de faire un dernier virée au magasin des jouets allemands qui se trouve au passage Choiseul, parce qu'il aime bien les passages. Et il y a 7 adresses en tout à cette passage. Donc il entre, non sans passer bien évidemment devant le numéro 10, où il y a la boutique de Linzig, un fabricant des portefeuilles. Mais il y a déjà trop dépensé aujourd'hui, donc il achète un jouet pour ses enfants et épuisé, il rentre finalement chez lui au 57 rue de Richelieu. Demain, il va s'acheter un nouveau portefeuille chez Linzig. Et puis, il découvrira le reste de 531 adresses allemandes dans son quartier. Les commerçants spécialisés, les marchands de vin, les horlogers, les fabricants de pianos, les chapeliers, les gantiers, les accordeurs de piano, les tourneurs du surbois, les fabricants des corsets, des boutons, des serruriers, etc., etc. Alors, très probablement, ça s'est jamais passé comme ceci, ou pas exactement comme ça. Nous avons donc utilisé cette forme de storytelling pour donner une image un peu plus concrète, pour présenter des statistiques qui souvent sont très secs, un peu différemment, et pour vous montrer que c'était une présence assez dense dans le quartier Richelieu. Elle a un grand défaut, cette histoire, c'est que elle donne l'image que les émigrés allemands sont restés entre eux, et qu'on pouvait vivre dans une sorte de société parallèle, en parallèle, et juste faire le tour des magasins allemands sans jamais rencontrer un Français ou parler français. C'est évidemment pas le cas. Mais c'était trop tentant, en fait, de vous raconter ça. Peut-être on aurait dû choisir un compatriote français pour le raconter, mais vous avez compris l'enjeu. C'était vraiment pour parler de statistiques différemment. Voilà. Et je termine là-dessus et je vous remercie pour votre patience et on est heureux d'avoir vos questions et vos remarques. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous avez donc des questions à adresser aux intervenants? Moi, j'aurais voulu savoir, finalement, les enfants, bon, il n'y a pas de statistiques pour les enfants. Et puis, l'école pour les enfants, comment ça se situait, d'une part. D'un autre côté, une enquête un peu similaire, en fait, j'ai été récemment au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour voir Proust, et ils ont fait une enquête pour les juifs, justement, qui étaient là. Et donc, il y a la question de la religion. Qu'est-ce qu'ils avaient? Parce que, en fait, les juifs, ils avaient des métiers un peu similaires à ceux-là, en fait. Hein. Ils fabriquaient des meubles, sous Saint-Antoine, et puis le tailleur, etc. Il y avait beaucoup de professions. Alors, finalement, quelles étaient, si on a une idée de la religion de ces Allemands et aussi pour les enfants? Merci beaucoup pour la question. Les écoles allemandes, on les trouvera plus tard, un tout petit peu plus tard. Ils sont fondés par les églises, justement. Donc, il y a une école faite par des protestants, c'était au nord, vers Batignolles, parce que les protestants allemands habitaient plutôt au nord, tandis que les catholiques habitaient plutôt dans le sud de Paris, dans aujourd'hui le 5e arrondissement, qui était le 12e arrondissement à l'époque. Donc, les écoles, oui, on les trouvera plus tard. Autrement, pour la religion, je ne peux pas vous dire du tout, je n'ai pas de pourcentage, combien de catholiques, des protestants ou des juifs on avait dans cette colonie, si on veut ainsi dire, allemand. On a une étude qui est assez détaillée sur les Essois qui étaient protestants, qui étaient balayeurs de rue. Donc on ne les trouve pas dans le Adressbuch parce que dans l'annuaire ils sont pas. C'est aussi un tout petit peu plus tard. Donc là on sait qu'il y a une forte communauté de protestants à Paris. Mais ceux qui viennent de là-bas, de Württemberg, de la Bavière, ce sont surtout des catholiques, mais on n'a pas de chiffres ni sur les juifs. Oui, en Allemagne, ça pose pas de problème. Le problème devient plus tard. En France, finalement, on les mettait dans une école religieuse
Dans une Si ré- c'était catholique, absolument. ils allaient plutôt à l'école religieuse catholique qu'à l'école laïque, quoi. Oui, et quand l'école protestante était fondée justement sur la demande des immigrés allemands protestants pour qu'ils puissent suivre le cursus En protestant, oui, dans c'est une ça. religion de leur père. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, dans les recensements, dans les listes nominatives des recensements, jusqu'en 1872, on indique la religion. Ah oui. Oui. Par exemple, moi j'ai fait, alors uniquement pour les juifs, grâce aux travaux d'une société archéologique, pardon, pas archéologique, pardon, historique, généalogique, pardon, qui s'appelle Génami, et on a cartographié dans l'Atlas des Parisiens tous les chefs de ménage juifs en 1872. Et on voit d'ailleurs chez eux la localisation des banquiers, la localisation des casquetiers, par exemple, qui sont, c'est totalement différent. Mais je pense que, alors, j'ai pas consulté les listes nominatives du recensement de 1851. Je ne sais pas comment elles sont accessibles. Je suis même pas sûr qu'elles... Mais celles de 72, elles sont accessibles. Merci beaucoup. C'est très intéressant. En 1851, moi, c'est à la BNF imprimé qu'on le trouve. Et là, si je me rappelle bien, ça fait un petit moment que je suis allée le voir. On distingue pas la religion. Il s'est distingué par württembergeois ou par par État allemand, mais on n'a pas la religion et c'est pas nominatif. C'est des pourcentages. Il s'agit des listes nominatives Oui, ça c'est intéressant. des Oui. recensements qui Ouais. sont faits en France tous les 5 Ouais. ans. Oui. Et jusqu'en 1872, on indique la religion. Oui. Ensuite, comme il va y avoir dans la Troisième République, enfin les débats, bon, on va plus avoir un certain nombre de choses. La religion est toujours indiquée en Alsace, qui était, enfin qui n'est pas sous le même régime de la Troisième République, bien évidemment. Mais encore en 1936, j'ai utilisé les indications de la religion des listes nominatives des recensements français et dans l'Atlas historique des villes de France, on a utilisé ça pour faire la répartition des différents groupes religieux à Strasbourg. Ok. Hein. Ok, donc, merci. c'est une source à laquelle il faut penser. La question que je me pose, c'est simplement, je ne sais plus hein, si les listes nominatives de 1851 sont accessibles, et c'est aux archives de Paris. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question sur le Palais Royal en particulier. Je ne sais pas si vous avez étudié plus précisément cette parcelle, mais s'il y avait un métier particulier qui se dégageait pour les Allemands du Palais Royal, ou si c'était aussi hétérogène que dans tout le quartier en général. On a trop peu d'adresses, je pense, au Palais Royal pour réellement dire quelque chose. Il y a les 2 podologues, mais je ne sais pas. Et puis après, je pense qu'il y a pas beaucoup. Il y a peut-être 5. Ouais, ça, il y a moins Ouais. d'adresses. Donc je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Mais on avait, en étudiant un peu l'histoire du quartier Richelieu, on avait remarqué qu'il y avait vraiment la question du pied qui revenait souvent, parce qu'il y avait aussi beaucoup de pédicures dans le quartier. Ah oui. Ça revenait assez souvent et c'est intéressant, podologue, pédicure. Il y a beaucoup de bottiers aussi. Ouais, voilà. Et c'était pas plutôt des bijoutiers. On a des bijoutiers aussi, je pense, allemands dans le Palais Royal. Oui, ouais. Merci. Oui, bonjour. Bon, tout d'abord, je voudrais donner mes félicitations. C'est un grand, grand projet et c'est un modèle pour tous ceux qui comme moi, on veut travailler sur cette question. Et dans mon cas, nous avons commencé à travailler sur les cartographies de la ville de Madrid à la fin du XVIIIe siècle.
Dans notre cas, on travaille sur la presse comme source documentaire fondamentale et on veut traslader les données de la presse, des annonces surtout des commerçants, de différents métiers sur la cartographie. Donc, cartographier les activités économiques de la ville. Et la question que je me pose, c'est parce que l'almanach de cette année permet de faire une photo physique, fixe de ce moment-là, mais je ne sais pas, peut-être vous l'avez expliqué, je présente mes excuses, mais je n'ai pas compris. Vous savez croiser l'information avec des autres sources, la presse par exemple, pour compléter les références sur ces personnages, parce que dans mon cas, par exemple, on travaille différentes années. Il y a de nouvelles problématiques, par exemple le changement de mer quand un commerçant va d'une rue à l'autre. Bon, il y a des autres problématiques de la vision diachronique, non? Bon, je vous laisse seulement savoir ça. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour votre question. Alors, on a croisé évidemment, l'idée c'est de croiser les sources pour approfondir les connaissances sur le parcours migratoire individuel des personnes. Je pense notamment au registre des mariages, au baptême, l'état civil, les actes de notoriété, les actes de naturalisation. Et là, on a la liste de naturalisation, de demandes à domicile. Et on les a croisés et on n'a pas trouvé beaucoup de personnes, il me semble 50, tu avais dit, en tout, pour la naturalisation. Oui, c'est ça à peu près. Où on est vraiment avec les fichiers de naturalisation du 19e siècle, où on est à peu près sûr environ que 50 personnes sont identiques avec les fichiers de naturalisation, sachant que dans l'annuaire, malheureusement, on a très peu le prénom, on n'a que le nom et que le métier, donc c'est dur de savoir avec certitude que ce sont les mêmes personnes dans les fichiers de naturalisation. Tandis que cette liste que nous avons aussi établie, c'était une thèse de doctorat faite par deux doctorantes dans les années 90 de Jacques Grandjean. Et ils ont feuilleté donc tout comment ça s'appelle, le journal en public quand quelqu'un est naturalisé, le journal officiel, voilà. Ils ont établi la liste de tous les étrangers de la Révolution française jusqu'à la guerre franco-allemande. Et ça, on a aussi numérisé. Mais il n'y a pas d'interface pour le consulter, mais on va le déposer sur Zenodo. Et là, on a vraiment beaucoup des données. On a justement le prénom exact, la date de naissance, le lieu de naissance, la profession, le lieu de résidence. Et là, avec ça, on peut aller donc aux archives nationales pour regarder l'acte de naturalisation. Et en fait, cet annuaire, on a surtout aussi retravaillé sur les données parce que je reçois beaucoup de demandes des généalogues qui sont à la recherche de leurs ancêtres. Comme c'est vraiment, comme vous l'avez vu, c'est une immigration vraiment très, très nombreuse, très forte, qui est même oubliée, mais les gens qui se mettent à la recherche d'une personne unique, ils sont très contents d'avoir cette source, parce que souvent, pour tout ce qui est acte qu'on trouve aux archives de Paris, il faut connaître l'adresse. Et ils ne le savent pas, ils disent juste, oui, mon grand-père, arrière-grand-père, il était à Paris, mais sans avoir l'adresse, on ne peut pratiquement rien faire. Et là, avec ça, c'est vraiment un point de départ pour après creuser et aller plus loin. Et justement, pour les questions des adresses, je rebondis juste un instant, parce que c'est l'adresse du commerce, mais le commerçant n'habite pas forcément. C'est vrai. Donc, comment être sûr justement de... Oui, on a regardé les calepins des cadastres pour une rue, par exemple, pour voir aussi, pour avoir, on a plein d'autres idées de recherche. Les calepins des cadastres pour Kronauge, par exemple, qui indiquent combien de loyer il a payé, comment était lui, c'était vraiment que c'est clairement un appartement, la façon comment c'est décrit, c'est une 2 pièces avec alcôve, etc. On a plein de détails. Mais c'est vrai que parfois, c'est vraiment un lieu le lieu de résidence est ailleurs. Donc, je ne sais pas quoi en faire ou pas encore. On
on a croisé, mais ça aussi manuellement avec les bottins du commerce. Donc, on est vraiment super contente que maintenant, ça sera en ligne pour pouvoir voir, comme je vous ai dit, par exemple, on a pu redessiner le trajet des Kronauge lui-même, qu'il restait dans le quartier avec les adresses, avec l'aide du bottin du commerce. Parce que là, c'est vraiment 54 et rien d'autre. Et juste, dernière chose sur la presse, il y avait une presse germanophone à Paris, surtout pour la période avant 48. Donc, c'est assez célèbre, hein, c'est le Vorwärts, le Deutsch-Französische Jahrbücher, donc avec Karl Marx et autres qui étaient à Paris. D'ailleurs, le Vorwärts, il était juste là, rue 9 de Petit-Champ. C'était son bureau au premier étage. Donc, on a des adresses un peu phares comme ça. Mais là, pour cette période-là, 54, il n'y a pas de titre qui pourrait nous aider beaucoup. Merci. Je sais pas si justement ces revues et journaux allemands sont intégrés sur la période couverte par Retro News. Je sais pas exactement. Non, on est en contact là actuellement avec la BNF en disant qu'il y a vraiment une demande de les numériser. Parce que les chercheurs nous le demandent souvent. C'est des revues qui n'existent que ici à la BNF. Comme ça a été publié ici, ils n'ont jamais arrivé en Allemagne. Et donc c'est une source très importante. Et souvent, ce sont des Allemands qui travaillent là-dessus, qui ne parlent pas du tout français, qui n'ont pas du tout envisagé de venir à la BNF pour avoir accès à ces sources qui sont vraiment intéressantes pour l'histoire de l'Allemagne. Oui, donc ce sera un matériau inédit, quoi. Ça peut être un nouveau projet, Gérald. Merci beaucoup. Je crois que France avait une question et j'en ai aussi à vous poser, mais je poserai après. Merci beaucoup. Si vous m'entendez, ça suffira peut-être. Oui, on entend. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les trois pour cette présentation passionnante, aussi bien pour la présentation de la source et aussi des coulisses de votre mise en ligne. J'avais donc des questions qui s'adressent à tous les trois. Parce que bon, c'était vraiment extrêmement riche. Peut-être pour commencer par les questions techniques, peut-être que je ne l'ai pas entendu, mais je voulais savoir si vous aviez aussi exploité le manifeste IIIF pour la question de la numérisation des sources et l'utilisation des métadonnées. J'ai pas entendu, du coup, je ne sais pas si vous l'avez utilisé. Je voulais savoir aussi, vous avez parlé de l'alignement des entités sur des référentiels. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Parce que quand même, il y a beaucoup de noms ici qui ne se retrouvent pas dans les référentiels. Je pense que ça doit être la majeure partie des noms qui n'ont pas laissé de traces et qui aujourd'hui n'ont pas de référentiel. Est-ce que ce pourcentage-là, on peut l'analyser aussi pour voir qui figure dans les référentiels et quelles professions sont représentées? Alors évidemment, on va sans doute se tourner vers les savants, les libraires, etc., ceux qui ont laissé des traces imprimées plus importantes. Mais est-ce que ça, vous pouvez nous en dire un peu plus? Et comment vous avez géré aussi l'absence de référentiel pour ces questions d'alignement? Est-ce que vous avez aussi, quand c'était possible, ou peut-être justement ce n'était pas possible à cause de cette absence, pu cartographier quelque part les lieux d'origine de ces personnes, donc quelque part dessiner une trajectoire sur ces cartes que vous avez dressées, qui sont passionnantes, pour essayer de voir les flux migratoires? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'en fait c'est pas possible parce qu'on manque de données prosopographiques? Marek, vous avez évoqué le thésaurus historique du métier. Là aussi j'avais des questions en fait de sa disponibilité et de sa possibilité d'exploitation de façon plus internationale. Parce qu'on a rencontré effectivement cette question aussi pour les annuaires de Paris. Et c'est vrai que les ontologies concernant les métiers historiques, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple à résoudre. Donc je suis très curieuse du choix que vous avez fait. Et enfin peut-être une question plus sur
aussi l'analyse des données. Est-ce que vous avez constaté des sortes de clusters par rapport aux adresses de lieux qui sont de vraies ruches allemandes avec parfois des métiers complémentaires ou simplement voilà, des lieux qui montrent peut-être même une propriété qui serait allemande et qui du coup loue les espaces de façon privilégiée à des artisans allemands. Est-ce qu'il y a des effets de cluster, de regroupement topographique? C'est intéressant d'ailleurs que vous ayez évoqué les agents de change, parce que la dimension financière est très présente dans le quartier. C'est un point que nous étudions aussi avec le soutien de la Banque de France. Sans doute qu'il y aurait encore des discussions à avoir, mais j'ai plein de questions. Et je vais restreindre à ça. Merci beaucoup. Qui commence? Alors, concernant la... Il faut couper. Dans le micro, parce que je Oui. vous entends un peu moins bien. Merci. Alors, Il faut surtout qu'on coupe d'abord, sinon nous, ça résonne. voilà, c'est mieux. Oui, je pense que ça peut aller. Alors, concernant le 3IF, effectivement, ça aurait été quelque chose de passionnant, surtout qu'actuellement, on commence à s'intéresser non plus sur le Linked Open Data, mais le LOUD, le Linked Open Usable Data. Et c'est quelque chose là qui est en train de montrer en puissance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va présenter une source qui va être numérisée, on va pouvoir choisir des éléments, des portions de cette source numérisée, uniquement des portions, et donc du coup faire un alignement sémantique uniquement sur des portions. Donc là, on descend de manière fragmentaire, de façon beaucoup plus intéressante, on va en granularité. C'est pas quelque chose qu'on a pu faire, on est descendu assez finement déjà sur le document en passant sur l'infrapaginaire du document, mais c'est vrai qu'on aurait pu, si on avait eu plus de moyens, plus de temps, aller directement sur des sous-ensembles de pages. Ce serait même souhaitable. Mais pour l'instant, non, ça n'a pas encore été réalisé. Voilà. Ok. Enfin, merci beaucoup pour toutes ces questions. Ça montre que... ok. Enfin, ça fait plaisir d'avoir beaucoup de questions parce que c'est la montre qui a beaucoup de choses, beaucoup de pistes encore ouvertes et à creuser. Et vous nous donnez beaucoup d'idées. Merci beaucoup pour ça, France. Alors, Wikifigure, c'est vrai, c'est les personnes qu'on trouve, c'est ceux qui ont un prénom, enfin, où le prénom est marqué. Souvent, c'est vraiment, Evan l'a dit tout à l'heure, c'est juste le nom. Et là, c'est impossible de croiser ou d'avoir vraiment avec certitude que c'est la même personne. On a un prénom souvent, et moi j'ai remarqué qu'ils ont mis le prénom quand il s'agissait d'une personne connue. Donc, ce sont des savants, oui, vous l'avez dit. Et là, ils mettaient vraiment le nom en entier. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup parce que c'est vraiment très, très minoritaire dans l'adresse bourg. En ce qui concerne la trajectoire des immigrés, pareil, avec cette source-là, avec l'annuaire, on peut pratiquement rien faire. C'est beaucoup plus intéressant après de travailler sur cette liste des naturalisations où on a le lieu de naissance des personnes. Et merci pour cette idée, ça sera vraiment super de le visualiser de cette manière. Donc, d'où venaient les personnes qui sont certainement très spécifiques parce que c'est eux qui ont demandé la naturalisation. Ils voulaient rester en France et devenir même pas rester, devenir français. Mais il y a deux sortes de naturalisation. Il y a la demande à domicile et après la naturalisation. Donc ça peut être une idée qu'on pourrait poursuivre. En ce qui concerne cette ontologie, oui, ça c'est quelque chose qui est tout nouveau. Et on était très très contente de l'avoir. Elle n'est pas encore en ligne. C'est donc fait à Halle-Wittenberg, je l'avais dit. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste inventé comme ça, mais que c'est basé sur la International Standard Classifications of Occupation, qui sont repris avec leurs numéros. Elle est en 5 parties. Pour aller pour devenir de plus en plus spécifique et pour montrer aussi pas seulement les professions, mais le niveau. Donc, si quelqu'un est cadre ou si quelqu'un est un simple ouvrier.
Je ne sais pas, je n'ai rien trouvé pour la France, donc je ne sais pas si ça existe en français. Ok, merci. Donc on va être renseigné. Cette ontologie, on a pu l'utiliser parce qu'on a la connexion avec Catherine Müller, mais elle va les publier, mais c'est pas encore accessible. Et les clusters, donc dernière chose, avant les autres questions, de clusters par profession. Oui, on a des clusters par profession, surtout. Et on a des clusters, c'est pour ça que c'était bien aussi d'intervenir ici pour le quartier Richelieu. On a un cluster clairement au 1er et 2e arrondissement. Et l'idée, c'est que c'est parce que Kronauge, il habitait ici, donc il connaissait beaucoup mieux ce quartier-là que les autres, et je ne sais pas du tout comment il a fait ces potins de commerce. On a trouvé un tract qu'il a dû déposer pour demander aux Allemands de se manifester. Et donc, je pense qu'il était beaucoup plus implémenté dans ce quartier-là que Rive Gauche. D'ailleurs, sur cette notion de allemand à Paris, c'était très, très vaste parce qu'il y a on trouve un Polonais, on trouve des Espagnols. C'est pas vraiment que fixé sur les Allemands. Donc il y a certains noms où la profession est marquée qui sont pas du tout allemands. Merci beaucoup. Je peux peut-être revenir sur une question qui avait été posée sur laquelle on n'avait pas répondu tout à l'heure. C'était cette partie de savoir, oui, comment est-ce qu'on a fait pour aligner entre les vocabulaires, les schémas, donc, et les autorités. Donc, le principal travail qui avait été fait, en particulier par Evan, le travail de réconciliation, on n'a pas pu énormément réconcilier sur des personnes qui n'étaient pas connues, parce qu'elles n'ont évidemment pas d'autorité, si ce n'est les quelques personnes qui sont très connues, effectivement, parce qu'on en a des personnes très connues. Mais pour le reste, on a fait la démarche inverse, en particulier, c'est la possibilité d'avoir nos URL, nos URI, la manière dont on va présenter les personnes, nous, et en fait, en quelque sorte, il y a une déclaration en tant qu'autorité, que l'IHA et ce projet soient autorité, en disant, voilà, nous avons des données qui sont déclarées sous la forme de triplés sémantiques, et donc on les met à disposition, plutôt que la démarche inverse d'alignement, étant donné qu'on était c'était assez pauvre en termes d'autorité. Donc nous, du coup, on va proposer des autorités sur des personnes qui étaient anonymes jusque-là, qui étaient dans l'anonymat, avec une description, avec des schémas de schéma.org. Et donc ça, tout ce travail qui avait été fait, donc c'est en sous-couche, c'est proposé dans les jeux de données, puis c'est proposé également à la découverte par les moteurs de recherche. Mais voilà, pour répondre à la question, on ne pouvait pas aligner des éléments avec des autorités qui n'existaient pas. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite pour enfin poser mes propres questions. Et donc, j'avais juste une première question technique, davantage sur l'affichage dans la carte, les cartes historiques, puisque il me semble que, alors vous avez sûrement expliqué pourquoi à un moment, mais c'est du nuage de points, donc c'est ça? Parce que j'ai vu, par exemple, j'ai regardé rapidement sur la rue Vivienne ou pour le Palais Royal, on a un nuage de points, et quand on clique, on a les adresses, 33 rue Vivienne, 58 rue Vivienne, mais le nuage de points se trouve à peu près au milieu de la rue, j'ai l'impression, c'est ça. Et je voulais juste savoir voilà, quelles étaient les raisons de ce choix-là. Parce que alors, nous, ce qu'on essaye de faire, mais on est en train d'essayer, je dis bien essayer, de justement faire à la parcelle. On essaie de tout aligner sur les parcelles, et c'est compliqué, mais ça pose des questions très intéressantes de recherche, en tout cas. Et autre question, peut-être juste après pour vous, c'est davantage sur la question de l'iconographie. Je me demandais si vous aviez réussi à trouver des iconographies qui documentaient un peu ces commerces, des gravures, des dessins, des vues, des photos. On pouvait voir un peu une enseigne au loin de tels commerçants. Et ensuite, j'avais aussi une autre question sur la question de la spatialisation. Parce que je me disais, au niveau des types de métiers que vous avez cités, alors forcément, on pourrait faire une comparaison, un croisement avec le bottin des métiers de 1854, le officiel d'Ido Bottin. Oui, okay. Je pense. On pourrait essayer de croiser et de voir justement... Le bottin de métier, le bottin des commerces, l'annuaire des commerces de Paris, 1854. Il y en a un pour, vous savez, pour chaque année. Et on a une partie des données de notre côté, donc on pourrait essayer ça serait super de croiser ça, et on aurait peut-être une vision un peu plus objective, ou en tout cas un peu plus exhaustive des
des types de métiers pour voir justement, est-ce qu'il y avait des effets de proximité entre justement ces bijoutiers, parce que souvent on se rend compte, par exemple, les photographes, vous en avez cité quelques-uns dans l'itinéraire, c'était très intéressant de proposer un itinéraire comme ça, je trouve que c'est vraiment une belle manière de matérialiser le travail. Il y avait plein de photographes autour du boulevard des Italiens et qui étaient aussi vers le haut de la rue Vivienne, on en a plusieurs, on a Fixon, etc. Et on sait que les daguerreotypistes étaient plutôt au Palais Royal. Et un peu plus tard, on a plein de photographes vers le haut de la rue Vivienne et de la rue de Richelieu. Donc on pourrait essayer de voir, en comparant à la fois, en croisant l'Icono, les Bottins, donc Paris et le Bottin des Allemands, voir qu'est-ce qu'on pourrait spatialiser, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme effet de proximité. En termes d'histoire sociale aussi, ça serait économique et sociale, ça serait très intéressant. Voilà. Donc merci pour la question. Pour l'affichage de la carte, alors comment on a procédé? On avait la liste des adresses dans l'annuaire des Allemands et on a fait un premier travail de réconciliation avec OpenRefine et le service de données Wikidata. Pourquoi Wikidata? Parce que c'était celui qui était le plus complet au niveau des adresses et qui avait le plus d'informations pour obtenir les coordonnées géographiques. Et on a dû effectuer également un travail d'historien puisque forcément entre le 19e siècle et aujourd'hui, il y a certaines rues qui ont disparu. Il y en a certaines qui ont changé le nom de la rue tout simplement. Et donc il a fallu vérifier pratiquement une par une que les rues qu'on réconciliait avec la bonne rue et qu'on allait avoir les bonnes coordonnées géographiques. Le problème avec Wikidata, c'est qu'évidemment on n'a que les coordonnées de la rue. Donc on va avoir un point au centre de la rue et on ne va pas avoir au niveau de l'adresse exacte. Et je me suis aperçu il n'y a pas longtemps, j'ai eu une illumination en regardant le séminaire de la BNF où j'étais, où il parlait des données du plan Vassereau, qui pouvait correspondre pour nous puisqu'il était antérieur au bottin du commerce de 1854. Et en récupérant les adresses du plan Vassereau qu'ils ont fait, donc il y a à peu près 29 000 adresses qu'ils ont récupérées, moi, je me suis occupé de réconcilier ces adresses-là avec nos adresses à nous. Donc, j'ai utilisé un plugin d'OpenRefine qui permet de réconcilier deux fichiers CSV ensemble et qui nous permet d'avoir une API de réconciliation en local sur notre ordinateur et après d'avoir, selon le taux de reconnaissance, si c'est la bonne rue ou pas. Ce qui nous a permis d'avoir à peu près la moitié des rues, donc la moitié des adresses, donc un peu plus de 2000 adresses, où on a l'adresse exacte désormais. Donc, et pour les autres personnes, malheureusement, elles sont toujours au centre de la rue, qui permet une certaine impartialité, mais qui nous permet aussi de donner une impression, d'avoir une impression de où se situaient les Allemands au XIXe siècle. Voilà. Merci beaucoup. Juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Evan, sur tu as parlé du Vassereau. Effectivement, mais pour la période 1854, on a une autre source qui sont les parcelles à la feuille qui datent précisément de 1850-1860, qui sont une sorte d'intermédiaire entre Vassereau et le plan des parcelles roses, qui est plus le plan 1900, Atlas 1900. Ouais. Et ça serait, je pense, hyper percutant pour la période que vous traitez. Enfin, là, c'est vraiment, on est certain, les adresses de cette période-là, sauf que les parcelles sont à la feuille. Et donc, il faut refaire l'atlas soi-même à partir de toutes les feuilles détachées les unes des autres. Et on est en train de le faire, nous, pour Richelieu, en fait. Donc, on pourrait, à un moment donné, c'est le travail fastidieux que Loïc entreprend en ce moment même, de géoréférencer ces parcelles et de les superposer sur Vassereau et 1900. Et on pourrait, à ce moment-là, quand on aura terminé, je ne vous donne pas de date pour le moment, mais en tout cas, participer à ça. Si je puis me permettre d'intervenir, dans le cadre du consortium Paris Time Machine, le Vassereau, si j'ose dire, c'est un peu notre patrimoine, puisque la plupart de l'équipe du consortium Paris Time Machine vient du projet Alpage. On est en train de faire le lien avec les 148 000 adresses actuelles, et puis de les descendre chronologiquement. Hein. Par exemple, avec le plan 1900, avec ce que vous venez d'évoquer, parce que ce problème de la construction d'un modèle d'adresse historicisé, c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour ce type d'approche. Juste pour vous donner une idée de la
complexité que ça peut avoir. Alors, c'est postérieur à votre période. Mais la rue Saint-Antoine, qui est quand même pas n'importe quelle rue dans Paris, il y a un arrêté municipal en juillet 1900 qui fait que tous les numéros pairs de la rue Saint-Antoine deviennent les numéros impairs et réciproquement. C'est-à-dire que le 1 devient le 226 ou le 226 devient le 1. Bon, c'est juste pour souligner. Et donc, on est en train de... Et c'est important, je crois, que tout le monde ne travaille pas dans son coin, réinvente la roue à chaque fois, et qu'on coordonne tous ces aspects-là. Alors, sur ce qui est des professions, il se trouve, là aussi, on n'a pas encore fini le travail, mais le ministère du Travail, en France, en 1905 ou 1906, je ne me souviens plus, publie un répertoire technologique avec la description de tous les métiers. C'est codé en plus, avec 4 chiffres. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont travaillé avec les syndicats patronaux et avec les syndicats ouvriers. Et il y a les traductions en anglais et en allemand. Et pour vous donner juste une idée de la finesse, moi j'y ai trouvé, c'est pour ça que je cherchais pour l'Atlas des Parisiens, on avait c'était dans le 13e, on avait des fabricants de vieilles premières. Savoir ce que c'est qu'un fabricant de vieilles premières, ça concerne la chaussure. Et c'est qu'il y a les bottiers de luxe, mais il y a aussi les gens qui font de la chaussure de seconde main. Une fois que les chiffonniers ont ramassé les chaussures, on va retailler des vieilles premières, c'est-à-dire la belle semelle. On retaille des vieilles premières dans des premières qu'on a ramassées. Donc c'est pour vous donner une idée de la finesse de ce qu'on a dans ce bouquin. Alors pour l'instant, on l'a ossérisé, mais on n'a pas tout encore fini. Voilà. Et vous allez le mettre en ligne? Oui, bien sûr. Super. Des belles perspectives. Donc, il y avait une question de Charlotte sur les carreaux et l'utilisation de la visualisation, soit des parties, des individus qui sont représentés, ou soit de pouvoir les représenter par carreaux. Donc ça, c'est quelque chose qui a été traité par Evan, si tu veux, le fait soit de pouvoir représenter dans un environnement autour d'un certain nombre de mètres ou de... Il y a ça, et puis aussi de représenter soit par arrondissement, nouveau et ancien arrondissement. Ah d'accord, de compter les personnes par ça. Possibilité de les représenter et de les compter, effectivement. D'accord. Oui, donc toutes ces questions ont été abordées. C'était surtout par rapport à des questions de recherche dont on se posait, par exemple le nombre de personnes qu'il pouvait avoir autour de la gare du Nord, ou justement ici le nombre de personnes qui pouvaient se retrouver dans le quartier Richelieu. Pour ça a été surtout des manipulations qui ont été faites au niveau de la base de données, où on a fait des requêtes SQL où on demandait le nombre de personnes qui se trouvaient autour d'un certain point ou dans un certain polygone. C'est des requêtes assez complexes, mais une fois que c'est réalisé, c'est très sympa comme résultat. Et sinon, pour les anciens arrondissements et les anciens quartiers de Paris, j'ai surtout fait ça avec QGIS, parce que QGIS, c'est un logiciel de cartographie qui est extrêmement complet et qui me permettait surtout de compter les personnes par polygone. Donc c'est dommage que j'ai pas les cartes ici, j'aurais pu vous les montrer, mais on avait de très bons résultats, comme Mareike l'a dit, où on a beaucoup d'Allemands dans le 1er et 2e arrondissement, où on a vraiment la densité des Allemands par arrondissement, donc par nouveau, par ancien arrondissement et par ancien quartier. Voilà, donc c'était des questions très intéressantes. Oui, parce qu'on a regardé autour des gares, autour de la gare du Nord, la gare de l'Est, pour savoir comment on l'imagine aujourd'hui, des immigrés arrivent et puis ils s'installent là. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup. Donc là, vous avez la heat map, qu'il y a pas mal des immigrés aussi à La Villette, donc qui n'étaient pas encore Paris. Et pourquoi La Villette? Parce qu'il y a le canal qui arrive là. D'ailleurs, la rue de Jean Jaurès s'appelait rue d'Allemagne à l'époque. Donc, c'est des commerçants de vin, de fruits qui sont installés là.
Et donc, c'est vraiment ces effets de proximité, ils sont tout à fait réels. Donc, merci pour toutes ces suggestions sur des photographes. C'est vraiment super intéressant. On n'a pas d'iconographie. J'ai cherché un peu aux archives de Paris, aussi juste pour avoir une photo des rues, mais c'est souvent plus ancien. Et je me méfie beaucoup des numérotations des rues, parce que souvent on me demande, là pour les 200 ans de Karl Marx, on m'a demandé de faire un tour avec la fondation Rosa Luxemburg sur les adresses de Karl Marx. Lui, il avait 5 adresses, tous les 5 dans la même rue Vanneau. Et je dis, je vais bien le faire, mais par contre, avant d'allumer une bougie devant le numéro 38, il faudrait aussi savoir, est-ce que la maison était déjà construite à l'époque? Sinon, on est là, et la numéro 38 est de l'autre côté, et puis d'ailleurs, la maison n'existe plus. Et il y a beaucoup de recherches à faire. Et j'ai fait pour les 5 adresses, on est allé aux archives de Paris pour avoir le plan de la maison, pour être à peu près sûr que le numéro 38, c'est bien ce numéro 38 et que la maison était déjà construite à l'époque. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, c'est impossible à faire comme ça sur le 4700 adresses. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est en ligne et qu'on pouvait utiliser, ça sera vraiment avec plaisir. Oui, mais merci beaucoup. C'est vrai que nous, pour l'instant, on a une rue, donc on s'en sort, mais voilà. Moi, je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs allemands qui parlent français et que ça serait intéressant pour l'histoire allemande de savoir là. Et que maintenant, il y a des lycées en Allemagne où on passe en même temps le bac français et le bac allemand. Et vous aurez des chercheurs allemands qui parleront français. Parce que moi, mes petits-enfants, ils sont franco-germaniques, alors je suis bien au clair. En fait, c'est pas ça que je voulais dire. Heureusement, il y a des chercheurs allemands qui parlent français et des chercheurs français qui parlent extrêmement bien l'allemand. C'est qu'il y a un intérêt pour ces sources par des chercheurs qui ne travaillent. Dès qu'on travaille sur la France, on parle français, enfin, ou en tout cas, on essaye, et l'inverse. Mais là, c'est des chercheurs allemands ou parfois même des généalogues qui souhaitent savoir quelque chose sans. Ils connaissent pas ce lien avec la France. Pourquoi ces revues ont été publiées en France? C'est peut-être un hasard, mais donc c'est ces personnes-là qui ne sont pas capables de réellement travailler à la Bibliothèque nationale de France. Mais vous avez raison, hein, le bac, l'ABI-bac, c'est possible et c'est très bien. C'est des jeunes chercheurs, étudiants qui viennent, souvent aussi chez nous, travailler ici. Merci beaucoup. Je me demandais s'il y avait d'autres questions encore dans la salle ou non. Je pense qu'on peut clôturer la séance. Merci encore. J'en profite juste pour dire que si vous voulez retrouver cette présentation, elle est disponible. Peut-être elle sera dans une version amendée peut-être un peu plus tard sur httpr.cnam.fr/adressebourg-richelieu, si vous voulez la retrouver. Mais je précise aussi qu'elle sera sur le YouTube de l'INHA sans doute. Ah oui. Dans le cycle des séminaires. Et donc, comme je vous le disais, là, on n'a pas encore imprimé les plaquettes du cycle 2023, mais je crois que la prochaine séance, c'est le 13 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Vendredi 13 janvier. Voilà. Et ça sera sur Notre-Dame de Paris et en ce moment la mise en données des recherches autour de la restauration de la cathédrale avec Violette Abergel et Dany Sandron. Voilà. Cool. Merci beaucoup. Bonne journée.